Bonjour, c'est Michel et bienvenue sur Histoire de vie pour une nouvelle narration originale. Comme toujours, les grandes questions de l'histoire sont à retrouver dans la description de cette vidéo ci-dessous. N'hésitez pas à y faire un tour si cette histoire vous a touché et que vous avez quelque chose à partager. C'est parti. Sophie sentait le poids du regard de sa tante peser sur son dos, même dans le couloir. La vieille maison sentait la poussière et le renfermer comme l'avenir qu'on lui préparait. Chaque soir, le même refrain. Pense-y, Sophie. Robert est un bon parti. Sa mère et moi, on s'arrangera pour les dettes. Tu seras à l'abri. À l'abri. Ce mot résonnait comme une sentence. Une prison au mur de dentelle et de compromis. Elle n'avait personne. Ses parents, un vague souvenir flou, effacé par le temps et le chagrin. Un incendie, disait-on. Elle n'avait que cette tante, Eliane, au sourire aiguisé comme un couteau et aux intentions toujours calculées. La chambre de Sophie était minuscule, avec une fenêtre donnant sur le mur mitoyen. Elle y cachait une boîte en fer sous une latte de parquet qui bougeait. À l'intérieur, quelques billets froissés, méticuleusement économisés sur les sous qu'Eliane lui donnait pour les courses et qu'elle rognait sur ses repas. C'était son filet, son unique plan. Un matin, l'atmosphère fut plus lourde que d'habitude. Eliane déposa un dossier sur la table de la cuisine, devant la tasse de thé vide de Sophie. « J'ai pris rendez-vous. Samedi, vous dînerez tous les deux ici. Sois présentable. » Son ton ne laissait aucune place à la discussion. Un frisson glacial parcourut l'échine de Sophie. Samedi, dans 3 jours. Elle sentit la boîte en fer, imagina sous ses doigts le métal froid. Non. Le lendemain, à l'aube, alors qu'Eliane ronflait encore, Sophie bougea. Ses gestes étaient nés rapides, silencieux, tendus à se briser. Quelques vêtements, la boîte en fer, une vieille photo au bord dentelé de ses parents. Le sac était léger, terriblement léger pour contenir toute une vie. La porte de l'appartement grince toujours au même endroit. Elle le savait. Elle la souleva légèrement, glissa dans l'escalier comme une ombre. Le cœur battant à tout rompre, elle se retrouva dans l'air froid du petit matin, libre et terrifiée. La ville se réveillait à peine. Elle marcha longtemps, les doigts crispés sur les billets dans sa poche. Elle trouva une petite annonce collée sur la vitre d'une boulangerie. Chambre meublée, modeste, loyer modique. L'adresse menait à un immeuble ancien, la peinture s'écaillant sur la façade. La propriétaire, une femme aux yeux lasses, la toisa. Payable d'avance, le 1er du mois. Pas de fête, pas de visite masculine après 22 heures. Sophie acquiesça, signa un papier, tendit l'argent. La pièce était encore plus petite que la précédente, avec un lit étroit et une fenêtre donnant sur un ciel gris entre les toits. Mais elle était à elle. Elle s'assit sur le lit, le matelas crissant. Personne ne lui dirait quoi faire ici. La peur se mêlait à une étrange bouffée d'air. Elle pouvait respirer. Il fallait maintenant survivre. Les billets dans la boîte en fer fondraient vite. Elle acheta un journal, parcourut les petites annonces. Les mots « expérience »,« diplôme »,« référence » lui sautaient aux yeux. Elle n'avait rien de tout cela. Rien qu'une volonté tenace et des mains qui savaient travailler. Une annonce attira son regard, plus bas, en petits caractères, « Recherche personnelle pour entretien d'un parc de véhicules. Travail physique ». Elle nota l'adresse. Le lendemain, elle se présenta à l'entrée du dépôt. Une grande grille ouvrait sur une cour bétonnée où s'alignaient des camions et des fourgons. L'air sentait l'huile, le diesel et la poussière. Un homme en bleu de travail la dirigea vers un bureau préfabriqué. L'intérieur était étouffant, envahi par l'odeur âcre du café brûlé. Derrière le bureau, une femme était assise. Elle avait une 50aine d'années, des cheveux châtains tirés en un chignon sévère et des yeux qui l'évaluèrent de la tête aux pieds sans la moindre chaleur. Elle portait un chemisier immaculé et une chaînette en or autour du cou. « Oui ?» La voix était sèche, impatiente. « Je viens pour l'annonce, pour l'entretien. » La femme, Madame Leroy, comme l'indiquait une plaque sur le bureau, prit le formulaire que Sophie avait péniblement rempli. Son regard s'attarda sur la case « Situation familiale », laissée vide, puis sur « Dernières expériences », tout aussi blanche. « Vous n'avez jamais travaillé ? Aucune qualification ? » « Je suis débrouillarde, je travaille vite. » Madame Leroy eut un petit sourire qui ne parvenait pas à atteindre ses yeux. « Le poste est simple. Nettoyer les cabines des camions, laver les extérieurs, balayer les halls. C'est sale, c'est fatigant et c'est mal payé. Ça ne vous fait pas peur ? Non. » Le silence s'installa, lourd. La femme relut le formulaire. Sophie Lenoir. Très bien. On peut essayer. À laisser 1 semaine. Si le travail ne s'est pas fait correctement, on ne discute pas, vous partez. Les horaires sont sur le tableau à l'entrée. Soyez à l'heure. Sophie signa. Elle avait un travail. La fatigue et le soulagement se mélangèrent en elle.
Elle ne savait pas encore que dans cette cour bétonnée, sous le regard de cette femme aux yeux froids, un nouveau chapitre de sa vie, tout aussi difficile, venait de commencer. Le premier jour fut un choc physique. Les seaux d'eau lourds, l'âcre odeur des détergents qui piquaient la gorge, la graisse incrustée sur le sol des ateliers. Sophie passa ses heures à frotter, laver, essuyer. Ses mains, déjà marquées par les corvées chez sa tante, devinrent rapidement rouges et gercées. Le soir, elle s'effondrait sur son lit, chaque muscle hurlant, mais une étrange fierté l'habitait. Elle gagnait son pain. Le parc était un microcosme bruyant. Des mécaniciens sifflotaient en travaillant, des chauffeurs allaient et venaient en criant des plaisanteries grasses. Elle était transparente, un fantôme en bleu de travail passant la serpillière. Ou presque. Le troisième jour, pendant la pause de midi, elle s'assit sur un plot de béton à l'écart, sortant le sandwich frugal qu'elle s'était préparé. Un groupe d'employés, chauffeurs et secrétaires, fumait et riait près de l'entrée. Parmi eux, Madame Leroy, le visage détendu dans un nuage de fumée. Son regard balaya la cour et se posa sur Sophie, isolée. Un silence tomba dans le petit groupe, comme à l'unisson. « Alors comment elle s'en sort, notre nouvelle recrue ?» lança un chauffeur d'un ton goguenard. Madame Leroy tira une longue bouffée, ne quittant pas Sophie des yeux. Elle frotte. C'est tout ce qu'on peut demander à ce genre de profil. Sa voix, claire et porteuse, traversa la distance. Puis, s'adressant à son auditoire, elle ajouta, comme une réflexion anodine, lourde de sous-entendus. « Ça fait toujours bizarre, vous ne trouvez pas ? De voir arriver ici des filles comme ça, toutes seules, sans rien, sans personne. D'où est-ce qu'elles sortent à la fin ? À notre époque, il faut bien avoir un peu de monde, une famille, ne serait-ce que pour ouvrir les portes. » Les rires se firent plus étouffés, complices. Sophie baissa la tête, fixant son sandwich sans le voir. Les mots résonnaient comme des coups, sans personne. La morsure était précise, profonde. Elle sentit les regards peser sur elle, l'étiqueter, la fille de nulle part. Elle termina son repas en silence, le goût du pain sec dans sa bouche. Ce fut quelques jours plus tard, en vidant un bac à gravats à l'arrière du dépôt, près d'un tas de vieilles en ferraille, qu'elle entendit un faible gémissement. Elle écarta quelques planches rouillées. Là, tremblant, le pelage terne et croûté, un petit chien la regardait, ses grands yeux pleins de peur et de faim. Il tenta de reculer, mais il était trop faible. Un nœud se serra dans la poitrine de Sophie. Elle regarda autour d'elle. Personne. Elle pensa à sa maigre paye, à son loyer, à la difficulté de se nourrir elle-même. Puis elle revit les yeux de la bête. Elle ne réfléchit pas plus longtemps. Elle se pencha doucement. « Chut, ça va aller. » Elle l'enveloppa dans son vieux gilet qu'elle portait sous sa blouse, le cacha contre elle. Le soir, dans sa petite chambre, elle lava délicatement le petit corps squelettique avec de l'eau tiède. Elle lui donna un peu de lait et de pain trempé. Le chien, un bâtard aux oreilles tentantes tombantes, la regarda sans ciller, puis vint se blottir contre sa jambe en poussant un petit soupir. Sophie le nomma Pipeau. Sa chambre n'était plus tout à fait vide. Son existence au dépôt suivait un rythme de labeur et d'évitement. Elle fuyait les groupes, travaillait vite, parlait peu. Un matin, alors qu'elle peinait à décaper la rouille sur un pare-choc, une tasse apparut dans son champ de vision. « Vous devriez faire une pause, c'est du thé, pas très bon mais c'est chaud. » Elle leva les yeux. Un jeune homme, à peine plus âgé qu'elle, lui souriait. Il portait un polo avec le logo de l'entreprise et avait des cheveux bruns en désordre. Ses yeux étaient francs. « Je suis Marc, je m'occupe de la planification des tournées. » Sophie hésita, essuya ses mains sur son pantalon, prit la tasse. La chaleur traversa la porcelaine, agréable. « Merci. C'est dur, au début, » dit-il en s'appuyant contre le camion. « Mais on s'y fait. Surtout, ne faites pas attention au bavardage. Madame Leroy, elle aime bien régner sur son petit royaume. » Le thé était amer, mais la simple gentillesse du geste fit monter une bouffée d'émotion dans la gorge de Sophie. Elle hocha la tête, incapable de trouver ses mots. « Écoutez, » reprit Marc, regardant autour de lui d'un air faussement négligent. « Il y a un petit café pas loin le relais. Si un soir vous n'avez rien de prévu... » Une ombre passa à ce moment-là. Sophie ne la vit pas, trop concentrée sur le visage ouvert de Marc, sur cette main tendue inattendue. Mais quelque chose changea dans l'expression du jeune homme. Son sourire se figea légèrement. Il se racla la gorge. « Enfin, si vous voulez, on verra. » Il s'éloigna d'un pas un peu trop rapide. Le lendemain, le hasard ou un trajet volontaire fancelé fit croiser le chemin de Sophie et de Madame Leroy près des sanitaires. La femme s'arrêta, bloquant le passage étroit. Son parfum fort, un mélange de fleurs et de quelque chose de chimique, enveloppa Sophie. « Une petite information, mademoiselle Lenoir, dit-elle, la voix basse mais tranchante. Marc, le jeune homme de la logistique, est prometteur. Il a de l'ambition.
Il vise un poste de responsable. Des gens bien placés le regardent. Elle marqua une pause, ses yeux glacés plantés dans ceux de Sophie. Il serait dommage qu'il se mette à traîner avec des éléments instables, sans passé, sans soutien. Ça pourrait laisser une mauvaise impression. Une très mauvaise impression. Vous comprenez ce que je veux dire, j'en suis sûr. Elle n'attendit pas de réponse. Elle sourit, un simple pli des lèvres, et poursuivit son chemin, ses talons claquant sur le béton. Le message était limpide, une menace voilée mais parfaitement claire. Sophie ne revit plus la tasse de thé. Marc évitait désormais son regard. Quand leurs chemins se croisaient inévitablement, il fixait un point derrière elle, un bref hochement de tête remplaçant le sourire. La distance était rétablie, plus froide que s'il n'y avait jamais eu de tentative de rapprochement. Sophie serrait les dents, continuait à frotter. La trahison était silencieuse, banale. Elle faisait aussi mal que les moqueries. Quelques jours plus tard, une agitation inhabituelle parcourut le dépôt. Le patron fait son tour, chuchota un mécanicien en passant près de Sophie. L'homme en question apparut au bout de l'allée principale. Il était grand, large d'épaules, vêtu d'une simple veste de travail propre mais usée. Il avançait d'un pas lent, observateur. Son visage était buriné, marqué par le temps et peut-être par d'autres épreuves. Il ne parlait à personne, se contentant de jeter un œil dans les ateliers, échangeant parfois un signe de tête avec un vieil employé. Son parcours le mena vers le fond de la cour, près d'un hangar à l'abandon. Là, à demi dissimulée sous une bâche déchirée, se trouvait une vieille camionnette. Sa carrosserie était encore peinte d'un rouge écaillé, et sur le côté, on devinait les restes d'un insignia, une lance contre des flammes. Un vieux véhicule de pompier. Le patron s'arrêta net devant elle. Il écarta un pan de bâche du bout des doigts. Puis il resta là, immobile, à regarder la vieille machine. Son regard n'était plus celui du chef d'entreprise en inspection. Il était lointain, absorbé. Il passa une main sur le capot rouillé, un geste presque caressant. Personne n'osait l'approcher. L'air autour de lui semblait s'être figé, chargé d'un silence pesant, différent du bruit habituel de l'atelier. Il resta ainsi une bonne minute, perdu dans ses pensées, devant ce vestige rouillé d'un autre temps, avant de laisser retomber la bâche et de reprendre sa marche, le visage redevenu impénétrable. Sophie, depuis son poste de lavage, avait surpris la scène. Elle vit l'intensité de ce regard posé sur l'épave. Elle ne sut pas quoi en penser. C'était juste une observation, un détail bizarre dans la routine du dépôt. Un patron qui s'attardait sur un vieux tas de ferraille. Elle haussa mentalement les épaules et replongea ses mains dans l'eau savonneuse, poursuivant son travail, inconsciente du lien invisible qui venait de se matérialiser. Silencieux entre ce lieu, cet homme et son propre passé. La tension devint palpable, comme un fil électrique tendu à travers les allées du dépôt. Les regards furtifs, les rires étouffés quand Sophie passait, les ordres de Madame Leroy qui se faisaient de plus en plus cassants. « Le noir, vous avez laissé des traces ici, recommencez. Le noir, ce coin est ignoble, vous êtes aveugle ?» Chaque remarque était un coup d'épingle, infligé devant les autres. Sophie serrait les dents, hochait la tête, recommençait. Sa résistance silencieuse semblait irriter la comptable davantage. Un après-midi, alors que Sophie venait de terminer le lavage minutieux d'un grand fourgon blanc dans le box dédié, l'eau ruisselant encore sur le béton propre, elle entendit des pas rapides derrière elle. Elle se retourna. C'était Madame Leroy, suivie de près par le propriétaire en personne, l'homme au regard grave qu'elle avait vu près de la vieille pompe à incendie. Il avait l'air préoccupé, les sourcils légèrement froncés. « Justement, monsieur Dubois, regardez par vous-même », déclara Madame Leroy d'une voix suave, chargée d'une fausse tristesse. « On essaie de maintenir des standards, mais avec le personnel qu'on est obligé d'engager parfois... » Sophie resta figée, la raclette à la main. L'eau claire coulait encore du véhicule étincelant. Monsieur Dubois jeta un coup d'œil dans le box. Ses yeux se posèrent sur le sol, à un endroit précis près de la roue arrière. Sophie suivit son regard. Là chamboulé, au milieu du béton mouillé et propre, gisait un amas de détritus. Des emballages de barres au chocolaté qui froissaient, un gobelet en plastique sale et quelques mégots de cigarettes. Elle sentit le sang se retirer de son visage. Ce n'était pas là avant. Elle venait de balayer, elle en était sûre. « Ce n'était pas là », parvint-elle à murmurer, la voix étranglée. Madame Leroy l'interrompit avec un soupir théâtral. Toujours la même excuse. Le travail bâclé, c'est une chose. Mentir en face du patron, c'en est une autre. Vous voyez, monsieur Dubois, c'est le genre d'attitude. Un manque total de respect pour le lieu et pour le travail des autres. Les yeux de monsieur Dubois, d'un gris acier, passèrent des détritus au visage pâle de Sophie, puis au visage lisse et satisfait de la comptable. Il ne dit rien pendant un long moment.
Le silence était écrasant. Sophie sentit son cœur cogner contre ses côtes. Elle vit le mépris triomphant dans le regard de Madame Leroy. C'était trop injuste. Une boule brûlante d'impuissance et de colère monta dans sa poitrine. « Mademoiselle Lenoir, dit enfin Monsieur Dubois. Sa voix était grave, sans colère apparente, mais d'une froideur glaçante. « Mais venez dans mon bureau, maintenant. » Ces mots tombèrent comme une condamnation. Madame Leroy dissimula mal un sourire de victoire en coin. Les employés aux alentours avaient encore cessé leur travail, observant la scène avec une curiosité morbide. Marc, le jeune logisticien, était parmi eux. Il détourna les yeux au moment où Sophie croisa son regard. La marche vers le bureau fut un calvaire. Les pas de M. Dubois résonnaient fermement devant elle. Elle traversa le hall, sentant les regards peser sur son dos. Le bureau du patron était une pièce sobre, aux murs nus, avec une grande baie vitrée donnant sur la cour. Une photo encadrée sur le bureau montrait un groupe d'hommes en tenue de pompiers, souriant devant un camion rouge. M. Dubois s'installa derrière son bureau et lui fit signe de s'asseoir sur la chaise en face. Il ne lui offrit pas de s'asseoir. « Alors, mademoiselle Lenoir, commença-t-il, les mains jointes sur le bois. Depuis votre arrivée, les rapports ne sont pas bons. Un manque d'investissement, un travail négligé. Et aujourd'hui, ceci. » Il indiqua d'un mouvement de menton la fenêtre comme si l'accusation de saleté y était encore visible. « Dans mon entreprise, je ne tolère ni la fainéantise ni le mensonge. Je pense que vous voyez où je veux en venir. » Sophie baissa la tête. Les mots pour se défendre s'étaient évaporés, remplacés par un froid désespoir. Elle allait perdre ce travail. Elle allait se retrouver à la rue avec Pipeau. Les dettes de la chambre allaient s'accumuler. L'image de sa tante Éliane et du dîner de mise en relation lui revint en mémoire. L'échec était total. « Votre formulaire d'embauche est très léger, reprit M. Dubois en prenant une feuille dans un dossier. Il la parcourut du regard. Pas d'expérience, pas de référence. Situation familiale, non renseignée. Il leva les yeux vers elle. « Expliquez-moi. Pourquoi ce blanc ?» Sophie serra les poings sur ses genoux. Elle avait envie de pleurer, de crier. Elle inspira un grand coup, forcée de répondre. « Je n'ai personne, monsieur. Mes parents sont morts, il y a longtemps. Je vivais avec ma tante, mais je suis parti. » Une légère tension traversa les épaules larges de M. Dubois. « Mort, comment ?» Le fait qu'il insiste, au milieu de cette réprimande, parut étrange à Sophie, mais elle était trop abattue pour y réfléchir. « Dans un incendie. Mon père était pompier. » L'air dans la pièce changea. Un silence absolu, plus profond que le précédent, s'installa. M. Dubois ne bougea plus. Son regard, fixé sur elle, changea imperceptiblement. La froideur administrative fit place à une intense concentration. Il baissa les yeux vers le formulaire, vers le nom écrit en lettres capitales, « Lenoir ». Il le regarda comme s'il le voyait pour la première fois. Puis ses yeux revinrent vers son visage, scrutant ses traits avec une urgence nouvelle. « Votre père, dit-il, la voix soudain plus rauque. Quel était son prénom ?» La question était si inattendue, si déplacée dans ce contexte de licenciement imminent, que Sophie en fut déstabilisée. « Jean, murmura-t-elle, Jean Lenoir. » Le nom, une fois prononcé, sembla résonner dans la pièce. M. Dubois blêmit légèrement. Il se leva brusquement, tournant le dos à Sophie pour regarder par la fenêtre. Ses mains se serrèrent derrière son dos. Elle vit ses épaules se raidir. Une minute entière passa, silencieuse, insupportable. Que se passait-il ? Pourquoi cette réaction ? Lorsqu'il se retourna, son visage était transformé. La dureté du gestionnaire avait disparu, remplacée par une émotion brute, difficile à contenir. Ses yeux brillaient d'une lueur qu'elle ne comprenait pas. Il s'assit lourdement, le regard planté dans le sien. « Jean Lenoir, répéta-t-il, comme pour s'assurer de la réalité des mots. Un souffle rauque lui échappa. « Et votre mère ? Elle s'appelait Claire ? Claire avec les cheveux châtain clair, toujours un peu en désordre ?» Sophie, médusée, hocha lentement la tête. Comment pouvait-il savoir cela ? M. Dubois ferma les yeux un instant. Quand il les rouvrit, ils étaient humides. Il secoua la tête incrédule, comme s'il voyait un fantôme. « Mon Dieu !» murmura-t-il. Puis, se penchant en avant, les coudes sur le bureau, il dit des mots qui allaient faire basculer son monde. « Sophie, ton père, Jean. C'était mon frère d'armes, mon meilleur ami. Il m'a sauvé la vie ce jour-là, dans cet incendie. Il est rentré pour chercher un enfant qu'on croyait encore à l'intérieur. La structure a cédé. » Sa voix se brisa. « Je te cherchais après. On m'a dit que la famille avait disparu, qu'on avait placé la petite fille quelque part, mais je n'ai jamais pu. » Il ne termina pas sa phrase. Il la regardait, et dans ses yeux,
Sophie vit le choc, la douleur ancienne et une reconnaissance foudroyante. La vérité la frappa de plein fouet, violente, éblouissante. Le patron sévère n'était pas un étranger. Il connaissait son père. Il l'avait aimé. Le poids de l'injustice, de la peur, de l'humiliation des dernières semaines se dissipa dans un tourbillon de stupeur absolue. Elle était assise là, face à l'homme qui détenait son sort, et cet homme venait de prononcer le nom de son père avec une tendresse déchirante. Le sol semblait se dérober sous elle. L'histoire n'était pas finie. Elle venait à peine de révéler son premier, son plus grand secret. Et tout autour d'eux, dans ce bureau sobre, était sur le point de changer irrémédiablement. Le temps se figea dans le bureau aux murs nus. Les mots de M. Dubois restaient en suspendus dans l'air, lourds de sens, de douleur et d'un passé qui ressurgissait avec la force d'une vague. Sophie le fixait, incapable de bouger, de penser. Son esprit tournait à vide, essayant de saisir l'énormité de ce qui venait d'être dit. Son père, son ami, sauver sa vie. Les images qu'elle avait, floues et douloureuses, de l'incendie, prirent en soudain une dimension concrète, terrifiante. Cet homme, ce patron sévère, y était. Il avait connu son père. Il l'avait vu. Monsieur Dubois? Non, plus maintenant. Cet homme avait un nom, un visage, une histoire liée à la sienne, passa une main sur son front, comme pour chasser un vertige. Ses yeux humides ne quittaient pas le visage de Sophie, cherchant des ressemblances, confirmant ce qu'il voyait. « Claire », murmura-t-il encore, le nom de la mère de Sophie sortit comme un souffle. Elle avait exactement ses yeux, cette même façon de baisser la tête quand elle était bouleversée. La voix douce, empreinte d'une émotion brute, brisa le carapace de stupeur de Sophie. Un tremblement incontrôlable la saisit. Ce n'était pas de la peur, c'était un mélange de choc, d'une douleur ancienne remuée, et d'une lueur incroyable, impossible, d'espoir. Elle serra les bras autour d'elle-même. « Vous le connaissiez », parvint-elle à chuchoter, sa voix étranglée. « Je le connaissais », confirma-t-il, hochant lentement la tête. Sa propre voix était rauque. C'était plus qu'un collègue, c'était un frère. On a commencé ensemble à la caserne. C'était l'homme le plus droit, le plus courageux que j'ai jamais connu. Ta mère, Claire, était la lumière de sa vie. Et toi? Sa voix faiblit. Il parlait en tout le temps de toi, de leur petite Sophie. Un sanglot monta dans la gorge de Sophie, si violent qu'elle dut serrer les mâchoires pour le retenir. Entendre parler de ses parents ainsi, avec cette affection tangible, par quelqu'un qui les avait vraiment connus, c'était un cadeau aussi douloureux que précieux. Des larmes brûlantes jaillirent malgré tout, silencieuses, traçant des chemins sur ses joues poussiéreuses. L'homme se leva, contourna son bureau. Il ne la toucha pas, restant à une distance respectueuse, mais sa présence était différente, protectrice. « Je t'ai cherché, Sophie, après l'accident. Les services sociaux, c'était le chaos. On m'a dit que tu avais été prise en charge par de la famille éloignée. J'ai essayé de trouver trace de cette tante, mais... » Il secoua la tête, un profond regret dans le regard. « La vie, le travail, je me suis perdu. J'ai ouvert cette entreprise. Et tu es revenu à moi. Par le plus grand des hasards. Ou pas. » Il se retourna vers la fenêtre, regardant la cour où, quelques minutes plus tôt, Sophie se tenait accusée et humiliée. Son dos se raidit soudain. Quand il se tourna à nouveau vers elle, l'émotion avait cédé la place à une colère froide, concentrée. Les souvenirs personnels étaient toujours là, dans la lumière de ses yeux, mais ils étaient maintenant canalisés par une autre réalité, l'injustice qu'il venait de découvrir. « Cette scène, tout à l'heure, dit-il, d'une voix redevenue ferme, mais chargée d'une toute autre intention. Avec l'héroï, les détritus, c'était une mise en scène, n'est-ce pas ? La question ramena Sophie à la réalité immédiate, au précipice du licenciement où elle se tenait encore. Elle essuya ses joues d'un revers de main, inspira profondément. « Je les avais nettoyés, monsieur, le box était propre. Je ne sais pas d'où il venait. » Un éclair passa dans les yeux gris de l'homme. « Je m'en doute, » dit-il sèchement. « J'ai vu son visage, j'ai entendu son ton. Ce n'était pas une inspection, c'était une exécution. » Il frappa doucement le bureau du plat de la main. « Et elle a osé utiliser ta situation, ton manque supposé de famille, pour justifier son mépris. » La rage qui montait en lui n'était pas bruyante. Elle était glaciale, déterminée. Il revint s'asseoir, son regard perçant fixé sur Sophie. « Depuis combien de temps cela dure-t-il? Les brimades, les humiliations ?» Sophie haussa les épaules, un geste d'impuissance. « Depuis le début, les remarques, les regards. Elle a dit aux autres que j'étais de nulle part, que je n'avais personne. » Les mots, prononcés à voix basse, eurent l'effet d'une gifle sur le visage de l'homme. Il ferma les yeux un instant, maîtrisant sa colère. Quand il les rouvrit, sa décision était prise, claire et nette.
Ça s'arrête maintenant. Il attrapa le téléphone sur son bureau. Madame Leroy, dans mon bureau, immédiatement. L'attente qui suivit fut courte mais électrique. Sophie restait assise, le cœur battant à tout rompre. La peur avait fait place à une intense fébrilité. Que allait-il se passer? L'homme en face d'elle était à la fois un étranger et un lien vivant avec ses parents. Il était le patron tout-puissant et quelque chose de plus. Elle n'osait pas y croire. La porte s'ouvrit. Madame Leroy entra, un sourire professionnel et confiant aux lèvres. Elle avait dû se repoudrer, penser à la scène de licenciement qu'elle allait pouvoir superviser. Son regard glissa vers Sophie, assise, le visage encore marqué par les larmes, avec une satisfaction à peine voilée. « Vous m'avez demandé, monsieur Dubois. Je suppose que nous devons régulariser la situation de mademoiselle Lenoir. Les formalités de fin de contrat sont... » « Asseyez-vous, madame Leroy, l'interrompit monsieur Dubois. Sa voix était calme, plate, mais elle coupait comme une lame. La femme hésita, le sourire s'effaçant. Elle s'assit sur le bord de la chaise à côté de Sophie, le dos raide. Monsieur Dubois joignit les mains sur le bureau. Son regard, d'un gris d'acier, se posa sur elle. « Je viens d'avoir une conversation très intéressante avec mademoiselle Lenoir, concernant son travail, concernant les événements de tout à l'heure, et concernant l'atmosphère générale à laquelle elle a été confrontée depuis son arrivée. » Madame Leroy ouvrit la bouche pour protester, mais il leva une main, un geste sec qui imposa le silence. « Je vais être très clair. Je ne tolère pas le harcèlement dans mon entreprise. Je ne tolère pas la malhonnêteté. Et je ne tolère certainement pas qu'on sabote le travail d'un employé pour le discréditer. » Chaque phrase tombait comme un coup de marteau. Le visage de madame Leroy commença à perdre ses couleurs. « Monsieur, je ne sais pas ce qu'elle a pu vous raconter, mais c'est une menteuse, une paresseuse, elle... Elle est la fille de Jean Lenoir, coupa monsieur Dubois, sa voix soudain chargée d'une émotion féroce. Le pompier qui m'a sauvé la vie, l'homme le plus honorable que j'ai jamais connu. » L'effet fut foudroyant. Madame Leroy resta bouche bée, les yeux écarquillés. Elle regarda Sophie, puis le patron, cherchant une faille, un signe de mensonge. Elle ne trouva que la vérité, nue et implacable, dans le regard dur de monsieur Dubois. Toute son assurance, toute son influence supposée, s'écroula en une seconde. Elle avait construit son pouvoir sur le mépris d'une fille sans personne, et cette personne venait de se révéler être liée au propriétaire par le souvenir le plus sacré. « Vous avez profité de sa situation, vous avez tenté de la briser, » poursuivit monsieur Dubois, se levant lentement. « Vous représentez exactement le contraire des valeurs que je veux voir ici. Votre comportement est indigne. Vous êtes licencié pour faute grave, effective immédiatement. Vous avez 1 heure pour quitter les lieux et remettre vos accès aux responsables de la sécurité. » Le monde de madame Leroy s'écroulait en silence. Elle était devenue très pâle. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Elle se leva, chancelante, jeta un dernier regard de panique et de haine vers Sophie, puis sortit du bureau en chancelant, laissant la porte ouverte derrière elle. Quand elle fut partie, un silence de plomb retomba. Sophie respirait à petits coups, le corps tremblant. C'était arrivé si vite. La menace, l'humiliation constante venèrent de disparaître en quelques phrases. L'homme qui avait prononcé ces phrases se tourna vers elle. La colère avait quitté son visage, remplacée par une expression déterminée, mais plus douce. « Sophie, dit-il, pour commencer, je te présente mes excuses, pour tout ce que tu as subi ici, sous mon toit, sans que je le sache. » Ces mots si simples achevèrent de briser les dernières digues. Un sanglot secoua Sophie. Elle pleurait sans bruit, des larmes de soulagement, de douleur libérée, de confusion. Monsieur Dubois, devait-elle l'appeler autrement maintenant, attendit que la crise passe, lui tendant une boîte de mouchoirs en papier. Quand elle se fut calmée, il reprit, sa voix redevenue pratique mais empreinte d'une sincérité nouvelle. « Maintenant parlons de toi, de ton avenir. Cette pièce, cette vie que tu mènes, ce n'est pas une vie. Pas pour la fille de Jean et Claire. » Il la regarda droit dans les yeux. « Je me ressente je veux te proposer quelque chose. » « Je veux te proposer quelque chose, » répéta monsieur Dubois, ces mots résonnant dans le bureau soudain trop calme, après la tempête. « Tu ne retourneras pas laver les camions. » Il prit une inspiration, ses yeux gris fixés sur Sophie, avec une intensité qui ne laissait aucune place au doute. « J'ai besoin d'une assistante de direction. Quelqu'un de fiable, qui apprend vite. Le poste est à prendre, je paierai ta formation, tout ce qu'il faut. Et... » Il hésita une fraction de seconde, comme s'il pesait ses mots. « J'ai un appartement. Il est vide. Au 3e étage d'un immeuble pas loin d'ici. Il est petit mais propre, et il est à toi si tu le veux, pour te permettre de démarrer, de vivre dignement. » Les propositions s'enchaînaient, trop grandes, trop rapides pour être comprises. Un nouveau travail, une formation, un appartement.
Sophie le regarda, cherchant la ruse, la pitié condescendante. Elle ne trouva qu'une détermination sincère, et derrière la lueur douloureuse du souvenir de son père. Ce n'était pas de la charité, c'était une dette d'honneur, un devoir, une façon de réparer l'irréparable. Je ne sais pas quoi dire, murmura-t-elle, la voix encore tremblante. Dis oui, répondit-il simplement. Un léger sourire éclaira brièvement son visage sévère. Dis oui, pour lui, pour qu'il repose en paix, en sachant que tu es à l'abri. Ce fut cet argument, plus que tous les autres, qui fit pencher la balance, pour son père. Elle hocha la tête, incapable de prononcer un mot de plus. Les larmes recommencèrent à couler, mais cette fois elles étaient lentes, chaudes, libératrices. Les jours qui suivirent en furent un tourbillon. Le licenciement de Madame Leroy avait fait l'effet d'une bombe dans le dépôt. L'atmosphère changea du tout au tout. Les sourires goguenards disparurent, remplacés par une curiosité respectueuse, voire une certaine crainte. Sophie ne retourna pas au poste de lavage. Elle s'installa dans un petit bureau, attenant à celui de M. Dubois, qui lui demanda d'appeler Henri en privé, un prénom qui sonnait étrangement sur ses lèvres. Elle apprit à utiliser l'ordinateur, à classer des dossiers, à répondre au téléphone. Henri était un patron exigeant mais patient, expliquant chaque tâche avec une précision méthodique. Parfois, en pleine explication, son regard se perdait une seconde sur elle, et elle y voyait passer l'ombre de son ami disparu. La première semaine de son nouveau salaire arriva. Le montant sur le bulletin, accompagné d'une prime d'intégration substantielle, la fit trembler. C'était plus d'argent qu'elle n'en avait jamais eu de sa vie. Le soir même, elle se rendit dans une grande animalerie. Elle marcha entre les rayons, le cœur léger. Elle choisit un sac de croquettes premium, riche en protéines, un nouveau panier moelleux et 2 jouets en caoutchouc. Pour Pipo. Quand elle rentra dans le petit appartement que Henri lui avait confié, une chambre, un salon, une vraie cuisine, inondée de lumière l'après-midi, le petit chien bondit sur elle, remuant la queue frénétiquement. Elle vida le sac sur le sol et le regard de Pipo, plein d'une joie éperdue devant la montagne de nouveautés, lui arracha un rire clair, le premier vrai rire depuis si longtemps. Elle le regarda dévorer les nouvelles croquettes avec voracité, puis s'installer dans son panier avec un grognement de contentement. Le lendemain, alors qu'elle quittait le bureau un peu plus tôt, un homme l'attendait près de sa voiture. Marc, le jeune logisticien. Il avait l'air mal à l'aise, les mains dans les poches. « Sophie, salut. » Elle s'arrêta, le visage neutre. Elle ne ressentait plus de colère, juste une grande fatigue à son égard. « Je voulais juste dire bonjour, et félicitations pour ta promotion. C'est génial. » Il força un sourire. « Merci, répondit-elle simplement, sans s'attarder. Écoute, Sophie, il s'approcha d'un pas. Pour avant, je suis désolé, j'ai été lâche, mais tu comprends, avec le roi qui menaçait de... Elle l'interrompit d'une voix calme mais ferme qui la surprit elle-même. Je comprends très bien, Marc, tu as fait ton choix. Il ouvrit la bouche pour protester, chercher une excuse, mais le regard qu'elle lui lança, un regard clair, sans rancune mais sans faiblesse, le fit se taire. Il comprit qu'il n'y avait rien à rattraper. Le pont était brûlé. Il hocha faiblement la tête et s'éloigna. Sophie monta dans sa petite voiture d'occasion qu'elle venait d'acheter, sans un regard en arrière. Quelques jours plus tard, une inquiétude la prit. Pipo éternuait et semblait apathique. Elle prit rendez-vous dans une clinique vétérinaire réputée du quartier. Dans la salle d'attente, assise sur un banc en plastique avec Pipo blotti contre elle, un jeune homme en blouse blanche sortit de la consultation précédente. Il avait des cheveux châtains bouclés, des taches de rousseur sur le nez et des yeux verts rieurs. Il s'adressa à la secrétaire, puis son regard tomba sur Sophie et le petit chien inquiet. « Nouveau patient » demanda-t-il, s'approchant. Sa voix était chaude. « Oui, il n'est pas bien » dit Sophie, caressant la tête de Pipo. Le vétérinaire, son badge disait « Nicolas », s'accroupit à sa hauteur. Il parla doucement au chien, le palpant avec des gestes experts et doux. « On va bien s'occuper de toi, mon grand. Rien de grave, une petite rhinite probablement. » Il se releva et sourit à Sophie. « Venez, je vous emmène en salle d'examen. » L'examen fut rapide et rassurant. Nicolas était professionnel et décontracté à la fois. Il expliqua le traitement simplement, sans jargon. En partant, alors qu'elle le remerciait, à la réception, il hésita. « C'est votre premier chien ?»« Oui, je l'ai trouvé. » Son sourire s'élargit. « Les meilleurs sont toujours ceux qu'on trouve. Écoutez, si jamais vous avez une question, n'hésitez pas à rappeler. Vraiment. » Il lui tendit une carte avec son numéro direct griffonné au dos. Le soir même, son téléphone vibra. Un message. « Bonsoir, c'est Nicolas, le véto. Juste pour prendre des nouvelles de Pipo. Tout va bien ?» Elle sourit et répondit. La conversation, simple sur les habitudes du chien, se prolongea. Il était facile de lui parler. «
Le lendemain soir, en sortant de l'immeuble pour promener Pipo, elle le vit. Il était là, debout près d'un banc, les mains dans les poches de son manteau. Il la vit et son visage s'éclaira. « Désolé, dit-il en s'approchant, un peu nerveux. C'est un peu intrusif, je sais. Mais j'ai repensé à notre conversation toute la journée. Je n'arrivais pas à me concentrer. » Il avala sa salive, son regard vert franc planté dans le sien. « Je me suis dit que c'était stupide d'attendre. Alors je suis venu. Je voulais te demander si tu voulais qu'on prenne un café, un jour, avec ou sans Pipo. » Sophie sentit une chaleur lui monter aux joues. Il y avait une sincérité désarmante dans son attitude, une absence totale de jeu. Pipo, à ses pieds, remuait la queue, reconnaissant l'homme au geste doux. « Un café », répéta-t-elle, un sourire timide aux lèvres. « Oui, pourquoi pas ?» Ils marchèrent ensemble dans les rues du quartier, trouvant un petit bar encore ouvert. Ils parlèrent. De tout et de rien. De leur métier, de la ville, de livres, de choses simples. Nicolas parlait avec passion de son travail, de son amour des animaux. Sophie peu à peu se détendit, racontant des anecdotes sur Pipo, sur son nouvel appartement. Elle ne parla pas du passé, pas de sa tante, pas du dépôt. Pour la première fois, elle n'était pas la fille d'eux, la victime d'eux, l'ex-ouvrière. Elle était juste Sophie, et c'était suffisant. Il la raccompagna jusqu'à son immeuble. La nuit était claire, froide. « Merci pour cette soirée, dit-elle sincère. C'est moi. » Il hésita, puis, prenant son courage à deux mains, il ajouta « Je ne suis pas très doué pour attendre. Et je sens que c'était important de venir ce soir, comme si c'était écrit quelque part. » Le lendemain matin, alors qu'elle sortait de l'immeuble pour se rendre au travail, il était de nouveau là. Debout près du même banc, les cheveux ébouriffés par le vent matinal. En la voyant, il se redressa, un mélange de détermination et de vulnérabilité sur le visage. « Sophie !» Elle s'arrêta surprise. « Je sais, c'est trop, » commença-t-il, s'approchant. « 2 jours de suite, mais hier soir, après être rentré, je n'ai pas fermé l'œil. Je n'arrêtais pas de penser à toi, à ton sourire, à la façon dont tu parles de Pipo. » Il prit une inspiration profonde, son regard ne la quittant pas. « Je ne crois pas trop aux grands discours, mais là je le sens, comme une évidence. Comme si ma vie venait de se mettre en place quand tu es entré dans la clinique. Je ne pouvais pas attendre un jour de plus sans te le dire. » Il se tut, un peu essoufflé, attendant, offrant son cœur ouvert sans protection. Sophie le regarda. L'homme aux yeux verts, au geste doux qui était venu 2 fois, simplement parce qu'il le sentait. Pas par calcul, pas par pitié, parce qu'il avait senti que c'était important. Un souffle doux traversa l'air froid du matin. Dans son sac, son téléphone vibra, probablement un rappel de rendez-vous au bureau. Dans son nouvel appartement, Pipo devait attendre son retour, lové dans son panier neuf. Au dépôt, Henri l'attendait peut-être avec un nouveau dossier à étudier. Sa vie était différente maintenant, pleine de choses concrètes, à faire, à apprendre, à vivre. Elle ne répondit pas tout de suite à Nicolas. Elle ne formula pas de grandes phrases sur le destin ou l'amour. Elle regarda le ciel bleu pâle au-dessus des toits, puis son regard revint vers lui, vers son attente sincère. Un petit sourire, tranquille, s'installa sur ses lèvres. « Tu as déjà pris ton petit déjeuner ?» demanda-t-elle finalement. « Parce que moi, non. Et il y a un boulanger au coin de la rue qui fait des croissants encore chauds à cette heure-ci. » Sa réponse n'était pas un oui romantique ni un engagement. C'était une proposition simple pour la suite de la matinée, une continuation. Le début de quelque chose qui n'avait pas besoin d'être nommé tout de suite, mais qui pouvait se vivre pas à pas dans la lumière douce de ce jour nouveau. L'histoire est terminée, mais la conversation, elle, ne fait que commencer. Toutes mes questions vous attendent dans la description sous cette vidéo. Choisissez celle qui vous inspire et écrivez ce que vous en pensez. Votre avis m'intéresse toujours. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout.